Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur Al24 News en direct que nous consacrons aujourd'hui au discours de Poutine, entre autres. Entre critique donc et rejet, approbation et admiration, le discours de Vladimir Poutine prononcé hier au Forum économique international de Saint-Pétersbourg a créé l'événement. Ses détracteurs lui reprochent d'être loin des réalités de ce monde. D'autres en revanche restent admiratifs de son franc-parler politique. Quoi que l'on dise, le discours de Poutine n'a pas laissé indifférent dans la mesure où plusieurs vérités ont été dites, même si ces vérités dérangent. Plus que jamais, ce discours a été l'occasion toute offerte pour Poutine pour démanteler, déconstruire et démentir les rumeurs, disons souffrant et malade d'un cancer. Le voilà qui se montre plus implacable ou impeccable que jamais, laissant son image parler pour lui. Ensuite, sa performance à tenir un discours de plus d'une heure sans laisser paraître le moindre signe de fatigue et aussi un autre message. Quant au discours lui-même, il porte entre ses lignes une cohérence et une logique implacable. La Russie se porte bien. Le monde sera désormais un monde multipolaire. Un discours poignant, certes, et chargé de messages au monde occidental, mais aussi beaucoup critiqué ou tourné en dérision par les médias occidentaux. Justement, un flashback sur ce discours ou une lecture entre les lignes s'impose avec nos invités par Skype aujourd'hui. Nous aurons avec nous par Skype depuis Lyon M. Nicolas Mirkovic, expert en géopolitique depuis Lyon, comme je le disais. Et puis, nous avons également avec nous M. Dimitri de Koshko, journaliste français depuis Paris. Il est avec nous par Skype. Monsieur de Koshko, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Donc, comme je le disais, avant d'entamer le débat, je m'invite avec vous, messieurs, à réécouter un petit extrait du discours de Vladimir Poutine prononcé hier au Forum de Pétersbourg. Tout de suite, et on revient vers le débat. Происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. La Russie et nos actions pour libérer le Donbass n'ont rien à voir avec cela. La hausse actuelle des prix, l'inflation, les problèmes de sécurité alimentaire, le carburant, l'essence et le secteur de l'énergie en général sont le résultat d'erreurs systémiques de l'administration américaine actuelle et la bureaucratie européenne. La racine est dans leur politique économique erronée. Le début de notre opération militaire dans le Donbass est une bouée de sauvetage pour eux, ceux qui contribuent à rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs sur les autres. Le monde s'est retrouvé dans cette situation en raison de la politique macroéconomique irresponsable et constante des pays du G7, notamment l'émission et l'accumulation incontrôlée de dettes non garanties. Ces processus se sont accélérés et ont été activés avec le début de la pandémie de coronavirus en 2020, lorsque l'offre et la demande de biens et de services ont considérablement diminué. La question est qu'est-ce que notre opération militaire dans le Donbass a à voir avec cela? Monsieur de Koshko, je commence avec vous. La construction du nouveau monde multipolaire est-elle en marche, celle dont a parlé justement Vladimir Poutine dans son discours? On peut dire que cette guerre, qui, comme le dit Vladimir Poutine, a été une obligation pour la Russie, qui n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire que contrairement à ce que nous assènent les médias occidentaux et les politiques occidentaux, la Russie s'est retrouvée dans une situation où de toutes les façons, il allait y avoir une offensive militaire contre le Donbass, peut-être la Crimée, et donc contre la Russie, puisqu'on allait s'attendre à ce que la Russie intervienne. D'où le fait que les services secrets américains avaient fait des mises en garde avant l'intervention russe, avant l'opération russe, sur le fait que les Russes allaient envahir l'Ukraine. Mais en fait, c'était en prévision de la réaction des Russes à l'attaque qui était prévue contre le Donbass, oui, apparemment à partir du 28 février. Et dès le 13 février, les barrages d'artillerie
contre le Donbass se sont intensifiées. Et donc, on peut penser, comme l'ont pensé les Russes, notamment à cause d'un plan qui a été saisi sur un officier, semble-t-il, britannique, dans la région de Lugansk, Oui. Qui annonçait un nettoyage ethnique des habitants du Donbass, qui, rappelons-le, sont des Russes, et donc aux yeux des Ukrainiens de l'Ouest, galiciens, et en plus avec l'idéologie néo-nazie, sont considérés comme des sous-hommes. Donc ce nettoyage ethnique était fait sur le modèle, ou était prévu sur le modèle de ce qui avait été fait par les Croates contre les Serbes en Krajina en 1995, mais des Serbes en Krajina, il y en avait 250 000. Tandis que là, il y a 4 millions de gens. Et donc, ça allait commencer par des bombardements intensifs, un peu à l'américaine en fait, si vous voulez. Et puis ensuite, leur opération militaire. Et les Russes, en intervenant, et c'est là que le rôle subjectif de Poutine a joué, c'est que, comme vous le savez, et qu'il l'a expliqué, lui, il a pris des leçons de sa jeunesse à Saint-Pétersbourg, où quand il a été attaqué par une bande de voyous, il a tapé le premier, et depuis, les voyous n'ont plus jamais embêté. Eh bien, il a refait la même chose en disant, si la bagarre est inévitable, il vaut mieux taper le premier. Oui. Militairement, il a sans doute eu raison. Au point de vue de communication, au point de vue politique, seule l'histoire nous le dira. Oui. Alors, évidemment que cette opération militaire fait suite aux interventions, aux demandes diplomatiques de la Russie à partir de novembre 21, demandant à une garantie de sécurité pour la Russie, c'est-à-dire que les fusées, que les missiles soient enlevés de Roumanie, de Pologne, de l'OTAN, Oui. et qu'ils ne soient pas placés en Ukraine, dans la région de Kharkov, qui serait à 4 minutes de Moscou, et qui en plus allait pouvoir être équipé de têtes nucléaires, puisque Zelensky lui-même avait annoncé dès novembre 21 que l'Ukraine allait revenir sur sa décision de ne pas être nucléaire. Oui. Donc ça a inquiété les Russes qui ont demandé une négociation sur la sécurité et qui, le 28 janvier, ont reçu une réponse de la part des Américains qui ont informé l'OTAN la veille de la réponse que allez vous faire voir, et très grossièrement, voilà quoi, hein, on n'en a rien à faire de vous, vous êtes vraiment des petits imbéciles et des pompes à essence dont tout le monde, dont nous foutons totalement. Oui. Le problème pour les Américains et d'un certain point de vue l'OTAN, c'est que les Russes ont aujourd'hui une supériorité, pour le moment, ça ne va pas durer, hein, mais pour le moment une supériorité nucléaire avec les missiles hypersoniques. Oui. C'est-à-dire qui vont quelquefois à 10 fois la vitesse du son. C'est totalement prodigieux et qui en plus peuvent changer de trajectoire au dernier moment et donc sont difficilement cernables par les missiles antimissiles. Cette supériorité garantit le fait que nous n'ayons pas encore de guerre atomique. Oui. Parce que les Russes ne veulent pas la guerre, contrairement à ce qui nous est bassiné à longueur de journée par les médias occidentaux. Oui. Mais évidemment, nous sommes quand même en zone de danger, incontestablement. N'est-ce pas, au quotidien. Alors, je rappelle quelques passages de son discours où il dit que les États-Unis, après donc la victoire ou leur victoire dans la guerre froide, et je suis sûre que vous l'avez écouté et entendu avec beaucoup d'intérêt, Monsieur de Koshko, tout comme nous, alors se sont vus en tant que missionnaires de Dieu. Et ils n'ont pas remarqué que pendant les 10 dernières années dans le monde, ou plus si vous voulez, dans le monde, entrée de nouveaux centres puissants se sont développés et les centres développent leur propre modèle. On est très loin aujourd'hui d'imposer, donc, Monsieur de Koshko, le modèle que les États-Unis ont choisi pour, si vous voulez, toutes les parties du monde. Eh bien, c'est ça, oui. C'est-à-dire que si, effectivement, c'est au nom du bien, de la démocratie, du bien pensé, du politiquement correct, que les Américains se permettent
d'intervenir, de faire intervenir leurs vassaux par les guerres proxy, comme ils disent, et malheureusement dont aujourd'hui la France se retrouve être membre de ces vassaux. Parce que la France n'a aucun intérêt à aller placer des missiles en Ukraine contre la Russie. Oui. Aucun intérêt. Donc, on ne peut que déplorer ce qui se passe chez nous et la façon dont nos moyens sont utilisés. Bon, bref, je reviens à effectivement un modèle de société. Oui. S'ils se veulent des démiurges tels qu'ils voudraient être des dieux, comme le dit Poutine, et effectivement, c'est ce dont il se réclame d'un certain point de vue, avec l'aide de Hollywood et il faut bien le dire, d'une propagande intensive, de préjugés, d'influence dans la jeunesse, etc. Eh bien, on peut dire que leur modèle est quand même pas très très attrayant quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie. Et en Syrie, ça continue. Et ils empêchent la Syrie de se reconstruire et ils continuent à occuper en Syrie toute une région qui, comme par hasard, est la région riche en pétrole. Donc c'est du pétrole qui est volé à la Syrie alors qu'elle aurait bien besoin de ces moyens-là pour se reconstruire. Donc oui, il y a d'autres puissances. Il y a bien sûr la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a l'Algérie pour ce qui est du continent africain. C'est bien évident. Il y a l'Afrique du Sud aussi pour le continent africain. L'Afrique du Sud, il y a aussi le Nigeria. Absolument. Oui, il y a aussi le Mali qui émerge. Le BRICS. Oui, mais le Mali, pour l'instant, en matière de PIB, n'en est pas encore là. Oui. Et d'autre part, mais bien évidemment, d'ailleurs, il y a une coopération avec le Mali, avec la Russie. Mais bon, disons que restons à un niveau de la planète. Il est évident qu'aujourd'hui, le pouvoir d'un seul empire, avec sa propre idéologie qui plus est, et avec sa possibilité de contrôler totalement le marché monétaire, ce dont parlait Poutine dans l'intervention précédente que vous avez donnée à écouter, c'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui on accuse la Russie de tous les maux en disant que c'est de la faute de la Russie si les produits énergétiques augmentent, s'il y a l'inflation, s'il y a un danger de famine, si le prix du blé augmente, etc., etc. Oui. Mais attendez, c'est dès février 2020 que les États-Unis se sont lancés dans la politique de quantitative easing, c'est-à-dire d'émissions monétaires non compensées, et c'est à cause de ça qu'on s'est retrouvé à la tête de masses de dollars qui n'avaient rien en échange. Et c'est cette inflation. L'inflation, elle date de là. Et là, les Russes n'avaient pas du tout lancé leur opération militaire. De même, les produits énergétiques ont commencé à augmenter à cause des bêtises, et il le dit, à cause des choix inopportuns des dirigeants occidentaux, et notamment de l'Union européenne, qui ont cassé le marché de l'électricité, c'est-à-dire qui ont obligé tous les pays à entrer dans un marché commun de l'électricité de l'Union européenne, alors qu'en France, on avait l'électricité la moins chère de l'Europe grâce au nucléaire, et à cause d'investissements totalement inconsidérés dans les énergies dites nouvelles ou de substitution, notamment les éoliennes, qui sont, à mon avis, une catastrophe, et le solaire, qui ne marche que quand il y a du soleil. Donc, bien évidemment, c'est ce qui s'est passé en Allemagne quand ils ont fermé les centrales nucléaires. Il a fallu qu'ils passent aux centrales à charbon, ce qui, en matière d'émissions de fumée et de gaz carbonique, soit dit en passant, n'est pas vraiment la meilleure chose. Absolument. Donc, il souligne que, attention, ce ne sont pas les Russes qui sont responsables de tout, c'est une spéculation qui a eu lieu avant. De même pour le gaz. Bien sûr, aujourd'hui, ce qui se passe avec le gaz, mais c'est à cause des Occidentaux qui introduisent des sanctions totalement ridicules contre le gaz, qui se tirent des balles dans le pied à répétition. Mais déjà avant l'intervention en Ukraine, ils avaient cassé les contrats longs, évidemment, je pense, sous influence américaine, qui voulaient vendre leur gaz de schiste.
Oui, Leur gaz de effectivement, schiste on va qui vont revenir être vers cet transportés aspect. par bateau, etc. Oui, on va revenir vers cet aspect, Monsieur de Kochko. Je me tourne donc pour l'instant vers Monsieur Nicolas Mirkovic. Monsieur Nicolas Mirkovic, comme je le disais au départ avec Monsieur de Kochko, donc bonsoir et bienvenue. Donc je disais avec Monsieur de Kochko que c'est un grand discours que celui qui est prononcé hier ou qui a été prononcé hier par le président russe Vladimir Poutine. Donc et beaucoup de vérités que tout le monde sait d'ailleurs, mais dites par un chef d'État de la verve de Poutine, cela a un autre sens et un autre poids. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mirkovic? Oui, tout à fait. Je pense que Vladimir Poutine, le président russe, a exprimé les raisons réelles du conflit en Ukraine. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il en parle en deuxième partie de discours. Il explique très clairement qu'une partie du monde, notamment la Russie en tête, ils expriment pour la Russie, ne veut plus du modèle américain issu de la Deuxième Guerre mondiale. On peut parachever avec la fin de la guerre froide. Et Vladimir Poutine dit que les nations souveraines ne veulent plus être tributaires des décisions d'un pays, les États-Unis, qu'il désigne directement dans son discours, qui est entouré d'un ensemble de pays, on va dire, qui sont alliés, où il a une expression pour dire que ce sont des pays proches, très proches, quasi absorbés par les États-Unis, et que la Russie et d'autres pays ne veulent plus de ce modèle, que c'est un modèle qui est néfaste pour les nations libres, que c'est un modèle qui fait du mal, qui est responsable de la crise, et il s'attarde pas mal sur la crise alimentaire en expliquant que les risques d'une crise alimentaire globale n'incombe pas à la Russie ni à l'opération militaire en Ukraine, mais incombe bien à ceux qui ont fait de la spéculation, ceux qui ont émis de l'argent. Il dit dans son discours que les États-Unis ont accru leur masse monétaire de plus de 40%, l'Union européenne de plus de 20%, et en effet, comme le disait M. de Kochko, il n'y avait rien derrière. Ce magic money, comme disent les anglo-saxons, n'est appuyé par rien d'autre. Or, Vladimir Poutine, dans ce discours qui va bien au-delà d'un différend entre Kiev et Moscou, explique que la Russie veut travailler avec des pays qui ont des biens réels, non pas sur la spéculation, veulent travailler avec des pays qui ont des biens réels à vendre et qui vont commencer à construire un nouvel ordre basé sur la souveraineté, basé sur le respect de la tradition, il le dit très clairement dans son discours, et qui veulent s'affranchir de la tutelle d'un ordre mondial où seuls les Américains joueraient, en tout cas seuls les Américains tireraient les bénéfices. Ils disent c'est un modèle où les Américains tirent les intérêts et il veut mettre fin à ça et il le dit clairement dans son discours. Alors, dans ces cas-là, M. Mirkovic, pourquoi, dans certains médias occidentaux, le discours de Poutine a été, si vous voulez, il y avait une lecture plutôt ironique. On a un petit peu tourné le discours, on l'a traité de manière très dérisoire, voire ironique, où on reproche donc à Poutine de voir très grand et de vouloir être sur les traces de Pierre le Grand, comme si c'était donc je dirais, une mauvaise blague, quelque part. Oui, c'est malheureusement la suffisance occidentale. Les Européens, les États-Unis ne comprennent pas le monde tel qu'il a évolué. Ils vivent sur un nuage. Ils sont en train de se poser des questions, de savoir si les garçons sont des filles, si les filles peuvent se dire être des garçons ou des chats. Ils sont en train de penser qu'en imprimant de l'argent comme ça, de manière complètement arbitraire, avec aucun actif derrière, ils peuvent continuer de vivre. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à faire fabriquer leurs t-shirts, leurs voitures dans les autres bouts du monde, à tous les quatre coins du monde, et que les personnes qui gagnent un euro de l'heure de la journée vont pouvoir continuer à inonder le marché européen de biens que les Européens vont pouvoir s'acheter sans que c'est des répercussions. Ce monde est terminé. Ce monde est terminé. La dérision qui a été employée par beaucoup de médias à l'encontre de Poutine montre à quel point les Occidentaux sont décalés. Ils ne veulent pas admettre ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de changer. Vladimir Poutine parle de changement de plaque tectonique, de dynamique. Les Européens ne voient pas ça. Ils sont sur un nuage. Ils ne lisent plus. Ils ne s'instruisent plus. Ils ne voyagent que dans des clubs méditerranéens. Ils ne vont pas voir les pays réels. Ils ne savent pas exactement quelles sont les aspirations. Ils ne s'ouvrent pas sur la réalité du monde. Ils sont déconnectés de la réalité du monde. Les élites européennes, et je le dis à nos téléspectateurs algériens, tous les Européens
ne sont pas comme ça, mais les élites européennes, les élites sont alignées sur les États-Unis, pensent que tout le bonheur doit venir des États-Unis, c'est ce cancel culture, cet esprit woke, ce grand frère qui va toujours venir nous protéger, nous défendre, ce qui est déjà une ineptie historique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et est-ce qui irrigue notre intelligentsia. Le général de Gaulle le disait déjà dans les années 60, le drame des élites européennes, c'est l'empire américain. Il dit c'est la grande crise pour les Européens, c'est l'empire américain, mais il dit cette américanisation est dans les esprits, dans les élites, chez nos voisins. Le général de Gaulle disait ça il y a plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, on voit le mal que ça a fait, et évidemment, tout ce qui n'est pas européen est vu avec légèreté, est vu avec dédain, parce que ce sont des pays étrangers, non civilisés, qui n'ont pas de culture, puisqu'évidemment, tout ce qui est culturel, ça vient forcément de l'Europe. C'est pour ça que les Européens ont de plus en plus de mal à comprendre, en tout cas les élites européennes, ce qui se passe dans le monde réel. Alors, Monsieur de Koshko, pourtant, le discours de Poutine est très clair. Je veux dire, c'est des termes très clairs que tout le monde peut comprendre. C'est un franc-parler, sans hypocrisie, sans tricherie. Mais pourquoi ce monde ou ce bloc occidental, cette Europe occidentale, peine à comprendre ce genre de propos? Pourquoi ce genre de message ne passe pas? Ou est-ce que ce genre de message est bien compris, mais il y a une volonté quand même de le déformer? Alors, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nicolas, notamment à propos du général de Gaulle. Il y a quelques jours, le petit-fils du général de Gaulle a prononcé un discours à l'ambassade de Russie à l'occasion de la fête nationale russe de la Constitution, et qui dure 10 minutes, que vous trouvez sur Internet. Oui, il est déjà. Et je vous invite à l'écouter, c'est parfaitement génial. C'est exactement tout ce qu'on peut penser de l'affaire ukrainienne d'aujourd'hui et de la souveraineté de la France par rapport aux États-Unis en général. Oui, le petit-fils du général de Gaulle fait partie de cette aujourd'hui toute petite minorité de ce qu'on appelle l'élite de Français ou d'Européens, justement française et occidentale, qui effectivement ne vit que dans l'économie financière à l'américaine. Et vous avez remarqué que Poutine parle d'économie réelle. Oui. Et c'est très intéressant, parce que quand il parle d'économie réelle à l'échelon international, il parle aussi, ensuite, dans son discours, d'économie réelle en Russie. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui connaît la Russie, il y a des sacrées annonces là-dedans, notamment pour la vie des entreprises et pour la vie des PME. Très, très important. Bon, on va passer là-dessus parce que ça, c'est vraiment assez spécialisé, mais il n'empêche que c'est cohérent, parce que c'est justement le monde multipolaire, c'est aussi un monde avec un retour à l'économie réelle par rapport à une économie financière purement spéculative, qui est une espèce d'énorme bulle, mais dans laquelle se complaisent justement les plus riches des pays occidentaux, qui en arrivent à croire à ce qu'elle raconte et qui en arrivent à être dans un monde totalement à part, et avec une idéologie qu'ils veulent essayer d'imposer à la population. Et malheureusement, ils y arrivent dans une certaine couche de petite bourgeoisie des grandes villes qui aspirent évidemment à les imiter, mais comme ça a toujours été dans l'histoire. Mais ils en arrivent à être effectivement déconnectés de la réalité. Ils en arrivent à avoir des idéologies totalement absurde, du type, ce que disait Nicolas, notamment le parent 1, parent 2, la transformation, les changements de sexe pour des gamins de 8-10 ans, enfin, des choses qui en arrivent à être criminelles et absurdes. Bon, nous sommes effectivement devant une nouvelle Europe, et je parle de l'Europe occidentale, qui s'éloigne de plus en plus de ses valeurs, et je pense que il ne reste que la Russie pour leur rappeler un petit peu ce ressourcement et ces valeurs, et je crois que c'est ça qu'ils arrivent peut-être pas encore à capter. Monsieur de Koshko ? C'est effectivement, il n'y a peut-être pas que la Russie, et puis moi, je me méfie, je voudrais plus attribuer à la Russie un rôle de messager idéologique ou messianique, parce qu'elle a fait ça du temps du communisme, et on a vu que ça n'a pas forcément très bien tourné. Oui. Loin de toute idéalisation n'oubliez pas, exagérée. Un pays, il a ses intérêts, il agit en fonction de ses intérêts, et on ne peut pas leur en vouloir, mais il ne faut pas non plus qu'on se fasse d'illusions, c'est tout. Oui. C'est comme ça.
Et donc, ce à quoi il faut aspirer, et ce à quoi c'est à une bonne entente entre Européens, y compris avec la Russie. Et là aussi, on peut revenir au principe de De Gaulle sur le fait que la France, tout allait bien pour la France, et tout va bien dans l'histoire pour la France quand elle s'entend bien avec la Russie. Parce qu'une entente France et Russie, c'est un équilibre par rapport aux manœuvres anglo-saxonnes et par rapport aux aspirations de puissance des Allemands au centre. Très bien. Donc, oui, très allez-y. important. Oui. Très important. Très bien. Alors, dans le même sens d'idée, Monsieur Nikola Mirković, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui pourquoi les Européens, pourquoi des pays tels que la France ou l'Allemagne, qui ont beaucoup à gagner avec la Russie, l'Europe aussi gagnerait à s'affranchir un petit peu de la même mise de l'OTAN? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas encore compris cela? Ou est-ce que c'est tout simplement être pris dans le sillage ou l'engrenage de cette guerre contre l'Ukraine et donc cette inimitié pour les Russes ou la Russie? Nous devons bien comprendre, et je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'américanisation de nos élites qui a commencé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cet état d'esprit, cette façonnage, cette coca-colanisation de l'intelligentsia française n'est pas récente. Et donc du coup, elle est vraiment, elle irrigue notre administration, elle irrigue nos mouvements, nos partis politiques. Elle est très présente au niveau de ceux qui ont le pouvoir en France, que ce soit dans l'État français ou dans l'État profond-français, depuis très longtemps. Donc c'est pas facile de s'en défaire. On voit de plus en plus de voix, on en entend, Dieu merci, et c'est une bonne nouvelle, de plus en plus de voix qui reviennent à ce discours, on va dire, de libération de l'Amérique, de l'emprise américaine sur la France et sur l'Europe. Je vous rappelle que Zbigniew Brzezinski, qui était un conseiller politique de premier plan des présidents américains dans les années 70, 80, 90, considérait déjà l'Europe comme un protectorat américain. Donc du coup, je peux vous dire que cette imbrication entre l'Europe et les États-Unis est très profonde. Pour s'en défaire, ça va prendre du temps. On a de plus en plus de voix qui sont en train de le dénoncer. Ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, les gens se rendent compte parce que pendant longtemps, on dénigrait tout ce qui était contraire à tout ce qui était russe, tout ce qui était slave, tout ce qui n'était pas français. Il n'y avait pas beaucoup de voix dissonantes en France. On en a de plus en plus. Ça va prendre du temps. On est en train de fissurer cet état d'esprit. Ça va prendre du temps parce que les gens se posent la question. Tant que les Français ont participé à des actions militaires en Irak, en Afghanistan, en Yougoslavie, en Syrie, voilà, ils voyaient les images à la télévision, ils sont fichés parce que de toute manière, on leur apprenait plus l'histoire, on n'expliquait pas ce qui se passait. Et de toute manière, il n'y avait pas de répercussions sur leur portefeuille. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? La situation, c'est qu'il y a une répercussion sur le portefeuille. Bien évidemment, l'inflation, la crise économique a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Et on le sait, de nombreux spécialistes ont annoncé que nous étions... Oui, ce n'est plus à démontrer, effectivement. Exactement, ce n'est plus à démontrer, nous le savons. Sauf que maintenant, les Français, eh bien, ils voient que le prix du diesel a dépassé les 2 € le litre. On a du mal à trouver de la moutarde à Dijon. On trouve les choses les plus simples, quoi, de tous les jours. Et là, maintenant, les gens sont obligés de se poser des questions parce que quand vous avez faim, quand vous avez du mal à vous nourrir, quand en France, il y a plus de 10 millions de pauvres, eh bien, les personnes sont en train de se dire, mais ce schéma, cet alignement sur les États-Unis, cette politique étrangère que nous avons, qu'est-ce qui nous ramène? Les répercussions, c'est que nous ne pouvons plus nous nourrir, c'est qu'il y a un problème. Et donc ça, c'est malheureusement ce méfait de l'ingérence et de l'impéritie de nos gouvernants est en train d'ouvrir les yeux de Français qui sont en train de se dire que nos gouvernants sont mal alignés en suivant tout ce que disent les Américains. Très bien. Alors, Monsieur Nikola Mirković, Monsieur de Koshko, donc notre émission tire à sa fin. Il ne nous reste plus que quelques secondes. Je vous demanderai à chacun vous devez, ou si vous deviez qualifier aujourd'hui le discours de Poutine en un mot, que diriez-vous, Monsieur Nikola? Historique. Je voudrais dire que c'est un discours historique qui va marquer le monde qui va se dessiner dans les années à venir. Monsieur de Koshko. Très important discours. Si on veut aujourd'hui une paix en Ukraine, il faut négocier la sécurité de la Russie au niveau européen. Merci, messieurs. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez le journal de 19h. Il vous est présenté par Fatma Mehni. Au revoir.